Alors on va commencer par annoncer au moins le titre de notre discussion aujourd'hui. Et ensuite votre participation sera la bienvenue parce que sans vous on n'ira nulle part de toute façon, quoi qu'il se passe. Puisque c'est votre investissement qui va déterminer notre avenir à tous. Donc aujourd'hui le titre de la conférence, la jeunesse et le citoyen au secours du carbone. Avec une petite discussion aussi sur un instrument qui a été développé qui s'appelle EThiCarbon Afrique, qui cherche à travailler en termes d'innovation sur l'éthique et les mécanismes de carbone pour soutenir la transition énergétique africaine et améliorer la résilience du continent. Et on attend encore Enda et Rosévac, donc ils sont invités à se présenter le jour où ils se réveillent. Bon. Et nous avons aujourd'hui avec nous Mohamed Diop, qui est le directeur en charge du suivi des projets de la SABER. Peut-être qu'il peut se présenter brièvement et ensuite on va essayer d'introduire un tout petit peu le sujet. Et à partir de là, on peut entamer notre discours, notre dialogue, je pense surtout. D'accord. Et on invitera les jeunes à participer en termes de questionnement. Ok, je vous remercie. Merci beaucoup. Donc, moi, j'ai le plaisir de venir ici participer un peu sur le thème par rapport à la jeunesse. Je suis en charge de tout ce qui est gestion de projet au niveau de la Société africaine des biocarburants et des énergies renouvelables. Le thème d'aujourd'hui nous interpelle à plus d'un titre parce que si on parle de jeunesse, je pense que c'est très important. Le thème déjà du stand Mon jeunesse, mon climat, mon avenir. Donc je pense que nous tous on travaille dans ce sens et que pour arriver à notre fin, pour atteindre notre objectif, il faudrait que la jeunesse puisse s'engager aussi par rapport à ce que nous faisons. Donc la SABER est la Société africaine des biocarburants et des énergies renouvelables. C'est une société africaine qui appartient aux États africains, à 15 États africains, plus le Tchad, qui est aussi un État africain, mais qui est en Afrique centrale. Notre objectif, c'est de concevoir des projets, de faire des assistances techniques pour les États, de rechercher des financements pour les projets publics et privés, et d'exécuter ces projets-là. C'est des projets d'énergie renouvelable et d'efficacité énergétique. Alors, nous sommes très contents de travailler avec Énergie 2050 pour mettre en place, disons, la plateforme EThiCarbon. EThiCarbon est une plateforme assez innovante pour pouvoir justement faire bénéficier à l'Afrique et aux projets d'énergie renouvelable les financements carbone. Jusqu'à présent, on a vu qu'il y a eu beaucoup de difficultés au niveau pour que l'Afrique puisse bénéficier du mécanisme de développement propre. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a essayé de mettre en place quelque chose avec Énergie 2050 pour mieux capter les ressources carbone en vue de faire réaliser des projets d'énergie renouvelable. Ces projets-là seront importants à plus d'un titre et c'est des projets qui impactent toutes les couches de la population africaine, en particulier la jeunesse africaine. Je peux continuer là, hein? Juste introduire. Okay. Alors, bon, ce qu'on veut dire, c'est que il faudrait que la mer Méditerranée arrête d'être le tombeau de la jeunesse africaine. Ce qu'on constate actuellement, c'est que l'essentiel de la jeunesse africaine est noyé dans la mer Méditerranée. Il faut que ça cesse. Alors, pour que ça cesse, il faudrait qu'on trouve les raisons pour lesquelles cette jeunesse-là laisse sa terre natale, laisse les régions au niveau africain, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Togo, tous les pays africains, surtout d'Afrique subsaharienne, le Soudan, laisse cela pour émigrer justement en Europe et risquer sa vie. Donc, nous pensons que le problème, il est global.
Donc il faut le traiter, il faut déjà le diagnostiquer de manière profonde avant de pouvoir le traiter. Si on ne fait pas un correct diagnostic, on ne pourra pas le traiter. Alors nous pensons que c'est un problème de développement. C'est un problème de développement durable. Parce que ces jeunes-là, comme tout être, tout individu, aspire à avoir un meilleur cadre de vie. Le meilleur cadre de vie, il faut aussi que l'individu aspire à avoir les moyens pour avoir une subsistance, du travail, de quoi manger, de quoi se loger. Il faut que la jeunesse aspire à cela. Alors, si on ne fait pas en sorte que cette jeunesse-là ait cette possibilité au niveau local, forcément, on va encourager l'émigration avec toutes ses conséquences. Alors, donc, c'est pour cela que nous essayons de lutter contre cela, justement en essayant de promouvoir des projets au niveau local. Au niveau local, hein, je ne parle pas des grandes villes, mais je parle au niveau décentralisé. Parce qu'on a combien de villages, combien de localités décentralisées en Afrique qui ne sont pas électrifiées? 50 ans après les indépendances. On est à 50 ans après les indépendances. On a beaucoup de... L'essentiel des pays de l'Afrique subsaharienne, l'essentiel est en deçà de 30% d'électrification. Ce n'est pas normal. Les gens ne peuvent pas continuer à vivre dans le noir. Donc, alors nous initions des projets d'énergie renouvelable parce que dans un autre créneau, on pourrait bien électrifier ces localités avec l'énergie classique, l'extension de réseau ou bien recourir à des systèmes thermiques. Mais de notre côté, l'Afrique aussi est le continent qui est le plus affecté par les effets du changement climatique. Nous voyons tous les jours dans nos villes, à Dakar, à Lomé, les effets du changement climatique. Vous avez la mer qui avance. Nous, chez nous, là, à Dakar, près de Rufisque, pour ceux qui connaissent Dakar, mais les gens ne vivent pas, ils dorment d'un seul œil la nuit. Parce qu'ils pensent que demain, la mer va engloutir les maisons. Donc tout cela, nous ne sommes pas à l'origine de cela. C'est les autres qui ont pollué, qui ont été à l'origine de cela. Il faudrait que ces autres-là qui ont pollué puissent payer le coût, participer au paiement du coût de notre développement. D'accord? Donc voilà un peu la question. Et c'est pour cela qu'on a mis en place la SABER, pour mettre en place, donc disons, générer des projets d'accès à l'énergie pour pouvoir développer l'Afrique. Et ces projets-là sont essentiellement basés sur les énergies renouvelables. Jusqu'à présent, on a eu à faire beaucoup de projets dans les États de l'Afrique de l'Ouest essentiellement. Ces projets ont été financés souvent par ressources propres, par les États eux-mêmes, qui ont fait des crédits au niveau des banques traditionnelles, des banques commerciales. Mais nous sommes confrontés à des problèmes. Nous essayons de trouver, disons, des ressources financières. Les États s'endettent pour faire ces projets-là. L'endettement des États se fait à un taux assez élevé. Donc nous pensons qu'il faut, disons avec le thème d'aujourd'hui, que le carbone doit être utilisé pour nous permettre de réduire ce taux d'endettement-là, de réduire le coût d'endettement de ces projets. Alors c'est dans ce cadre qu'on a mis en place, disons, Éthique Carbone. Je pense qu'il viendra plus en détail par rapport à cela. Donc pour nous permettre un peu de démultiplier ces projets à l'échelle africaine, parce qu'il y a beaucoup de chemin à faire. Pour l'instant, on a fait une partie du chemin, mais il faudrait que, disons, l'équité même soit dedans. Nous ne sommes pas ceux qui ont été à l'origine de la pollution. Il faudrait que le carbone soit payé à sa juste valeur. Donc voilà un peu ce que je voulais dire au début pour une première présentation, en attendant de revenir. Merci. Bon, donc je me présente déjà pour commencer, Laurent Dietrich. Je fais partie de l'ONG Énergie 2050, qui est fortement investie dans ces thématiques, que ce soit sur l'efficacité énergétique,
sur les questions transversales qui concernent le genre, les villes, la construction durable, les énergies renouvelables. Comment faire pour sortir de la situation dans laquelle on est aujourd'hui, ou en tout cas dans celle dans laquelle on risque d'être dans les 20, 30, 50 ans qui viennent. Donc Mohamed nous a très gentiment introduit un peu le sujet. Peut-être pour faire un tout petit pas en arrière, pour prendre un peu la mesure des choses desquelles on parle aujourd'hui. On a eu, on va dire, une période de développement et de réflexion sur le carbone liée à ce qu'on appelle le protocole de Kyoto en 1997. Les jeunes ne s'en souviennent pas, mais nous les vieux, on y a peut-être participé pour certains d'entre nous. Avec ces mécanismes qui avaient pour intention notamment de pouvoir aider les pays en voie de développement à pouvoir profiter un tout petit peu de justement cette question de l'additionnalité, du fait que beaucoup des pays industrialisés avaient participé à, je dirais, ces concentrations, ces hautes concentrations de carbone qui nous amènent aujourd'hui dans une situation où le changement climatique est directement mesurable, et avec très justement cette discussion de la responsabilité et aujourd'hui d'une manière un peu plus technique ce qu'on appelle la responsabilité différenciée entre les acteurs historiques et les acteurs du futur. Le souci étant que quoi qu'il se passe, de toute façon on va tous mourir, mais avec espoir on va faire en sorte que ça fonctionne un peu mieux. En termes de différenciation c'est très bien, mais la question c'est comment est-ce qu'on fait. On voit bien qu'en termes de la période sur le protocole de Kyoto, il y a eu un certain nombre d'avancées, des avancées significatives, et d'autre part, il y a eu un certain nombre de blocages, que ce soit en termes de l'investissement des pays, ou que ce soit en termes des projets eux-mêmes qui ont été réalisés dans ce cadre-là. Ce qui est intéressant, c'est de regarder exactement, peut-être pas exactement aujourd'hui, mais en tout cas, qu'est-ce qui s'est passé par rapport aux intentions originelles qui étaient de créer un instrument qui allait aider les pays à s'adapter, à atténuer leurs émissions, mais aussi à s'adapter aux conséquences du changement climatique. Au final, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un énorme, je dirais, bassin de projets qui se sont développés dans les pays, les nouveaux pays industrialisés, entre guillemets, une concentration en termes des mécanismes, ou en tout cas en termes du MDP, notamment sur les gros pays d'Asie, pas uniquement, mais aussi sur les plus grosses industries et les sources les plus importantes de carbone qui pouvaient être réduites, atténuées. Donc, le résultat a été que, bien des années après, aujourd'hui, on s'aperçoit que le nombre de projets qui ont été développés en Afrique est assez faible au final, pas à cause du manque de projets, mais à cause du manque d'adaptation du mécanisme lui-même au type de projet qui était développé en Afrique. Aujourd'hui en Afrique, on a des gros projets qui commencent à se monter, malgré tout, mais quelque part, aujourd'hui, les crédits carbone, le prix auquel ils sont proposés aujourd'hui ne correspond pas à leur coût. Et donc, on n'arrive pas à valoriser ces crédits carbone pour pouvoir justement exprimer le coût additionnel des projets propres, comment ils peuvent, je dirais, correspondre aux besoins de développement de ces pays-là. Bon. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, depuis, heureusement, il y a eu un peu de progrès. On parle maintenant de transition énergétique. C'est un mot qui est très populaire. Au-delà de la transition, moi je vous dirais, ce qui est plus intéressant, c'est peut-être la rupture. Et la rupture, c'est vous qui la représentez, c'est pas nous. Tous aujourd'hui que vous êtes, vous avez vos téléphones entre les mains. Ça, c'est une rupture. Parce que vos téléphones, il y a 20 ans, non seulement ils n'y étaient pas, mais on dépendait tous de lignes fixes. Cette technologie-là représente une véritable rupture. Aujourd'hui, la question, c'est aussi comment est-ce que la jeunesse peut faire monter ces problématiques-là pour que justement ça devienne une rupture qui va prendre elle-même l'industrie de vitesse et permettre de développer un nouveau modèle économique qui va aller dans le sens et du développement et du changement climatique et
permettre aux jeunes d'aujourd'hui de pouvoir se sentir investis dans leur propre pays et pouvoir exporter leurs compétences. Et d'ailleurs, vous êtes tous invités à participer à cette discussion. Maintenant, comment est-ce qu'on peut faire entre-temps? C'est peut-être la question qui a été, je dirais, traitée, entre guillemets, pas traitée, mais qu'on a cherché à traiter, notamment avec Ethicarbone. Sachant que le prix aujourd'hui de ces crédits carbone sur le marché sont donc faibles, donc ne permettent pas un financement supplémentaire suffisant. Ce qu'on a cherché un peu à traiter avec le développement des instruments tels que Ethicarbone, en cherchant à aller un tout petit peu plus loin. Notamment, sans chercher à valoriser ces crédits carbone sur les marchés qui existent aujourd'hui du carbone directement, mais plutôt travailler sur ce qu'on appelle les contributions volontaires, donc sortir ces crédits carbone du marché officiel et les racheter sur un autre marché qui est ou personnel ou des industries, mais qui ne cherchent pas à utiliser ces crédits carbone pour ensuite remplir leurs propres objectifs. C'est plutôt des objectifs, je dirais, de consommateurs, de se représenter auprès des consommateurs et de montrer à quel point il y a un investissement de la part de l'industrie avec une volonté de s'investir pour faire avancer la société. Et votre rôle là-dedans est assez important en termes de voter aussi avec votre portefeuille ainsi qu'avec vos pieds pour faire comprendre aux industries que c'est une nécessité et qu'on peut aller beaucoup plus loin. On a vu un certain nombre, je dirais, d'initiatives de la part des jeunes. Aujourd'hui, on peut voir à quel point il y a une effervescence sur les différents stands de jeunes avec les thématiques qui sont développées aujourd'hui. La question, c'est comment aller plus loin, comment faire en sorte de pouvoir justement traiter cette dialectique entre les plus gros projets qui sont finalement ceux où on peut valoriser ces crédits carbone sans que le prix corresponde forcément au coût que ça représente, tout en apportant, on va dire, des réponses, non seulement en termes d'atténuation, donc de baisse des émissions de carbone, mais aussi en termes d'adaptation par rapport aux effets du changement climatique qui se font sentir dès aujourd'hui, chez vous comme chez nous. Tu veux pas nous apporter un petit complément là-dessus? Après, on va rebondir. Moi, je fatigue en termes Oui, donc je pense qu'il a campé le sujet, mais je reviens un peu sur le rôle des jeunes. Ce rôle est capital parce que, disons, ces projets-là, c'est des projets qui sont valorisables dans le temps. Donc, moi, je pense que la jeunesse est là pour pouvoir suivre cela. Et les mécanismes qu'on mettra aujourd'hui, c'est des mécanismes qui pourraient peut-être permettre de payer le juste prix du carbone. En fait, la question, elle est là. C'est que les mécanismes qui existent actuellement ne permettent pas de mobiliser assez de financement. Donc, il faudrait que, avec ces systèmes volontaires, on espère pouvoir capter beaucoup plus de prix en termes de carbone pour pouvoir financer d'autres projets. Donc voilà un peu le challenge. C'est qu'on puisse capter, on puisse avoir beaucoup plus de paiement, de rétribution du carbone pour nos projets, pour pouvoir continuer de l'avant. Donc voilà un peu ce qu'il a expliqué sur Ethicarbone. Et je pense que pour cela, le rôle de la jeunesse est assez important. Donc voilà. Bon alors déjà, est-ce qu'il y a des questions avant qu'on essaye de passer à la prochaine phase? Sachant qu'entre-temps, on va refaire une petite annonce pour voir si Rosévac et Enda se sont enfin réveillés. Mais j'ai l'impression qu'ils se sont endormis aujourd'hui. Donc c'est à vous d'assurer ce rôle, de pouvoir mener et nos débats et les actions jusqu'au bout. Est-ce qu'on a quelques petits questionnements ou quelques réflexions que vous souhaitez apporter à notre débat aujourd'hui? Vous n'êtes pas très inspiré, je vous trouve, là, aujourd'hui. Hein.
sont les jeunes là? Où sont les jeunes? Les jeunes vieux. Ah oui. Hein. Ah, c'est bien, appelez-les. Faites-nous un petit tweet. Hein, et on va démarrer par ça. Bon, en tout cas, il y avait une des questions qu'on était en train de débattre avec Mohamed, qui concernait notamment ce qu'on peut appeler une dialectique entre le fait que on a d'une part, on va dire, un idéal qui est le désir d'un certain nombre de choses, de ce qu'on appelle l'additionnalité, c'est-à-dire qu'on n'aille pas chercher des choses qui allaient se faire quand même. Donc de pouvoir assurer que ce sont des projets qui vont aller au-delà de ce que les pays auraient souhaité faire, on dirait en temps normal. Pour pouvoir traiter cette additionnalité, précédemment, un certain nombre d'instruments ont créé un certain nombre de règles afin de, je dirais, définir quels projets pouvaient, on va dire, qualifier pour des réductions d'émissions de carbone, quels projets ne pouvaient pas le faire. Et ce qu'il faut savoir, c'est que plus on met de contraintes sur ces questions-là, plus on crée des coûts en termes de certification, de mesures, de vérification. Et donc, du coup, il se pose une question, on va dire, toute simple, de quantité. Comment est-ce qu'on fait pour atteindre des quantités suffisantes pour justifier les coûts qui sont liés à la vérification, à la certification, sachant qu'en plus, aujourd'hui, les valeurs du carbone, on va dire, sur les marchés officiels sont très très basses. Là où, justement, à travers un mécanisme tel qu'Ethicarbone, en reconnaissance de ces valeurs de marché très basses, on va chercher des contributions volontaires, donc, ou des pays, ou, on va dire, des individuels, qui cherchent à atténuer leurs propres émissions quand vous prenez vos voyages, quand vous êtes en train d'agir, que ce soit sur de la construction, sur autre chose, pour dire, ok, ben moi, j'ai cette volonté-là, je vais dire que je vais le valoriser d'une certaine manière, au-delà de ce qui se fait aujourd'hui, pour dire aux autres, de toute façon, moi, pour moi, cette valeur-là est plus importante que ce qui se passe aujourd'hui sur cette financiarisation du marché. Quoi qu'il se passe, le marché est financier. Mais par contre, en termes de consommateur, le consommateur lui-même peut choisir de valoriser ça par rapport à ses propres croyances, entre guillemets, et donc permettre aujourd'hui de faire un certain nombre de projets à travers notamment Ethicarbone qui ne se seraient pas faits en dehors de ça. Mais les questions se posent aussi en termes de comment faire pour rassembler peut-être aussi suffisamment de petits projets. On parlait d'accès à l'énergie tout à l'heure. C'est peut-être une question qui est assez, on va dire, centrale, entre guillemets. Il y en a d'autres, bien sûr. Mais aujourd'hui, on peut constater, en Afrique subsaharienne notamment, le manque de progrès sur l'accès aux services énergétiques. On sait qu'aujourd'hui, les grands, je dirais, réseaux centralisés en Afrique fonctionnent plus ou moins bien. Dans beaucoup de ces pays-là, même ceux-là, on va dire, fonctionnent plutôt moins bien que plus avec des coupures d'électricité, etc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont ces marchés-là qui sont majoritairement subventionnés en termes de l'électricité produite. Donc les subventions de l'État pour les marchés vont principalement sur, par exemple, des marchés de l'électricité aujourd'hui connectés. Donc comment faire dans ce, je dirais, contexte-là pour faire progresser de l'accès aux services énergétiques, par exemple? Et c'est là où ça se corse, puisque le marché centralisé étant déjà subventionné, ne fonctionne pas en tant que tel aujourd'hui, sans subvention de l'État. Les États étant eux-mêmes, la plupart du temps, plus que limités, étant déjà à la limite de la cessation de paiement, comment est-ce qu'on peut faire en sorte de pouvoir faire avancer les problématiques essentielles sur l'accès aux services énergétiques dans ces villages-là, qui, eux, pour le coup, ont des coûts encore bien supérieurs à ces marchés-là, de marchés centralisés. Peut-être que tu peux apporter quelques compléments. Par rapport à cette question, bon,
J'espère que vous m'entendez. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il faut qu'il y ait une équité. Tout doit revenir, la décision doit revenir aux citoyens, le citoyen du pays. Il faut que, ce qu'on constate dans les pays, c'est que les États subventionnent l'énergie classique en ville, pour les gens des villes. Et normalement, c'est les gens qui sont dans les villes qui sont les plus riches que les gens qui sont dans les villages. Alors, pourquoi on continue à subventionner l'électrification qui pollue dans les villes pour des gens riches au détriment de ceux qui habitent les localités décentralisées? Voilà la question. Et ça, c'est aux citoyens de taper, d'insister pour que cela cesse. Moi, je pense qu'il faut une équité dans tout ça. Si on doit faire une subvention, il faut que la subvention concerne tous les types de citoyens, aussi bien celui qui habite dans les localités centralisées, dans les localités urbaines, ou bien dans les localités décentralisées. Donc, la subvention doit bénéficier à tout le monde. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les projets décentralisés, généralement, c'est des petits projets pris à l'échelle. Alors, comment faire en sorte de capter beaucoup de ressources pour pouvoir permettre de les financer? On a discuté tout à l'heure la problématique de l'injecté réseau. On voit que les coûts des produits permettant de faire des centrales d'énergie renouvelable, ces coûts-là ont baissé vraiment de manière très importante ces derniers temps. Et actuellement, dans certaines régions, l'énergie renouvelable compétit et est très rentable comparée à l'énergie classique. Donc, il y a beaucoup de projets d'injection réseau qui sont en cours dans quasiment tous les pays africains. Ces projets-là, moi je pense qu'il faudrait peut-être essayer de valoriser le carbone de ces projets-là pour pouvoir les réutiliser dans le financement des projets décentralisés. Donc voilà aussi une autre solution qu'on pourra apporter, que les États pourront apporter. Utiliser les ressources générées par les crédits carbone des projets injectés les eaux, qui sont beaucoup plus pour les localités urbaines, l'énergie classique, disons centralisée, prendre ces projets-là, prendre ces ressources-là pour pouvoir alimenter et financer les projets du secteur, disons des localités décentralisées, qui sont des projets un peu moins rentables que les projets, les premiers projets. Une autre chose, c'est de dire que souvent le financement existe pour les projets décentralisés. En général, c'est les États qui font face un peu à ces crédits-là. Ce qu'on demande, ce n'est pas le financement à 100% de ces projets, mais juste une contribution, parce que les crédits carbone viendront juste pour permettre un peu de réduire le coût de l'argent pour pouvoir financer ces projets décentralisés. Donc voilà, avec peu d'argent, on peut faire beaucoup de choses. Donc voilà un peu, nous, à notre niveau, ce qu'on voit comme solution pour un peu régler ces problèmes-là. Okay. Est-ce qu'il y a des petits questionnements, des petites remarques, des petites interventions dans l'auditoire? Monsieur, à vous l'honneur. Peut-être que vous pourriez commencer par vous présenter très brièvement. Oui, tout à fait, oui. Du coup, je vous remercie pour vos interventions. Moi, ça me parle beaucoup ce dont vous avez parlé, parce que je travaille pour une association et on a un projet justement d'énergie décentralisée. Et donc ça se passe au Bénin, c'est sur un collège, donc dans un cadre rural. On est totalement dans le cadre où voilà, il y a un accès décentralisé. Enfin, il y a toujours des coupures, etc. Donc c'est vraiment, on est dans le cas que vous décrivez. Et donc voilà, on a travaillé sur ce projet pour construire une centrale photovoltaïque décentralisée. Et voilà, donc, et la question qu'on se pose actuellement, c'est effectivement la question des subventions, etc. Donc dans ce cadre-là,
voilà, quels sont les outils qu'on peut lever pour réussir à obtenir la subvention pour ce projet décentralisé, rural, et qu'on a développé en partenariat avec donc, le collège qui a exprimé ses besoins en énergie, etc. Voilà. Donc en gros, je vous offre un peu un cas concret pour essayer d'expliquer un peu mieux vraiment les outils qu'on peut lever dans ce cadre de projet, quoi. Dans quelle région, dans quelle ville, dans quel contexte, quel type de service peut-être? Oui, c'est donc au Bénin, à Paou. Oui, c'est pas très loin de Cotonou. Et donc c'est un collège d'éducation générale de 5000 élèves. Et voilà, donc c'est assez conséquent. Il y a la construction d'un bâtiment, plus une toiture solaire vraiment autoconsommation, avec voilà, en plus un accès social et d'ajout de nouveaux équipements sur le collège pour de nouvelles infrastructures, etc., etc. Donc c'est un projet global qui est assez intéressant. En fait, oui, c'est un projet intéressant hein, parce que c'est une initiative locale. Oui, c'est ça. Et je pense que c'est un projet décentralisé. Juste pour vous donner un petit conseil, c'est peut-être au Bénin, ils sont quasiment organisés, je pense, récemment, dernièrement, parce qu'on vient de faire un vaste programme d'électrification rurale par justement solaire photovoltaïque. Peut-être que la localité dont vous parlez ne fait pas partie des bénéficiaires, mais ce que je puisse vous conseiller, c'est peut-être de prendre la tâche de l'agence. Il y a une agence qui s'occupe un peu de tout ce qui est énergie renouvelable au Bénin, que nous avons même aidé à créer avec notre programme. Si vous prenez la tâche de cette agence-là, peut-être qu'ils vont essayer de trouver un moyen de vous donner une contribution par rapport à... Parce que leur mission première, c'est un peu de promouvoir l'électrification rurale, justement avec le photovoltaïque, avec les énergies renouvelables. Donc voilà un peu ce que je puis vous dire. Merci comme conseil. Juste pour aller un tout petit peu au-delà de la réponse de Mohamed, ce sont des réflexions et des investissements qui pour moi sont indispensables à l'avancement de ces problématiques aujourd'hui. Après, ce que je dirais en termes de réflexion et de présentation et de préparation de projet, il est d'une importance primordiale quand on est en train de préparer ce type de projet, de réfléchir à comment on l'installe, comment on l'entretient et comment on fait non seulement pour le financer à l'investissement, mais pour faire en sorte que dans la durée, il va perdurer. Parce que malheureusement, aujourd'hui, on voit encore beaucoup trop de projets, et j'en ai vu plus que, je dirais, à rendre mal au cœur, de projets qui ont été installés sur quelques financements que ce soit, il y en a énorme, du moins, je dirais, une grande diversité de financements aujourd'hui de ce type-là, mais qui, 2, 3, 4, 5 ans après, terminé, wash out, il n'y a plus rien. Dans cette réflexion-là, je pense que notamment, une des choses primordiales aussi, c'est l'investissement local. L'appropriation de ce projet comme étant celui de la population. Parce que en dehors de ces questions d'installation, d'entretien et de maintenance, il y a aussi parfois des problèmes de vol, de matériaux qui disparaissent ou qui sont utilisés pour autre chose, malheureusement. Donc, la gestion, je dirais, des flux par rapport des flux financiers, si tant est qu'il y ait un paiement partiel de service, ou réfléchir aussi, par exemple, sur, vous avez une certaine capacité que vous êtes en train de mettre en œuvre, entre guillemets, donc une certaine puissance, si vous voulez.
Cette puissance va correspondre à un besoin qui a été calculé pour votre école par rapport aux besoins, je ne sais quoi, de l'éclairage, des autres utilisations au sein de l'école. Mais on intègre toujours aussi à l'intérieur de ça une certaine marge par rapport à des besoins qui vont monter et descendre au fur et à mesure de la journée. Et dans cette marge, il y a aussi des choses à faire qui peuvent potentiellement vous permettre à vous de partiellement financer une partie des coûts de fonctionnement de votre projet. Des choses toutes bêtes, de la recharge de téléphone, de la recharge de batterie ou de lampes solaires ou de choses comme ça, des services tout simples qui permettent, eux, de financer, je dirais, la partie primaire de votre projet. Et parfois même, en allant un tout petit peu au-delà du besoin primaire de votre projet pour l'éclairage ou autre chose, vous pouvez parfois financer beaucoup plus que vous pensiez du besoin primaire de votre projet. Au final, je parlais de la téléphonie, j'adore utiliser cet exemple-là parce que ça montre à quel point, parfois, on parle de transition, mais finalement, il y a une rupture. La téléphonie est un très bon exemple de rupture, puisque aujourd'hui, vous regardez les pays, je dirais, européens développés, entre guillemets, cette technologie-là a représenté une rupture. Là où on disait, bon, déjà, pour les pays en voie de développement, c'est trop cher, ils ne vont jamais pouvoir se la payer, c'est même pas la peine d'y réfléchir. Dans les pays développés, c'était la même chose. Ah, mais regardez, chaque appel, il coûte beaucoup plus cher, etc., etc. Bon, aujourd'hui, regardez les pays africains, j'ai fait pas mal le tour aussi. Où que vous alliez, la plupart du temps, où que vous soyez, il y a des gens avec des téléphones portables et un réseau qui sont en train de l'utiliser. Parfois, les personnes les plus pauvres du monde et qui ont et leur téléphone portable et leur réseau. Pourquoi? Parce qu'ils leur apportent un service qui sont, ou en tout cas, en capacité de payer partiellement parce que ça leur apporte suffisamment de services pour que ça soit une valeur pour eux. Donc finalement, parfois la question est comment élargir le sujet pour faire en sorte que votre projet devienne suffisamment large pour aussi pouvoir le financer. D'une même manière que le questionnement par rapport à l'accès aux services énergétiques ne se fasse pas forcément village par village, mais parfois par région, par localité, ou sinon, on parle souvent d'électrification, et c'est pour ça, je ne sais pas si vous avez remarqué, je ne parle pas d'électrification, parce que finalement, parfois, c'est une question de service énergétique, qui permet d'aller au-delà du simple électricité ou éclairage ou autre chose, pour offrir d'autres services qui finalement vous permettent de financer quelque chose de manière plus globale, avec d'autres services, et qui finalement rapportent quelque chose qui vaut plus. Dans le cas de l'école, par exemple, vous avez peut-être une mairie dans le même village. Vous avez peut-être un centre de santé dans le même village. Ou une réflexion sur la construction d'un centre de santé, d'une infrastructure publique, etc. Je vais vous donner l'exemple tout à l'heure en disant, dans le cadre de votre école, vous pouvez peut-être réfléchir à des questions de recharge téléphonique, ou de batterie, ou d'éclairage solaire. D'une certaine manière, il y a une autre chose qui s'adapte très très bien au solaire, parce que dans le solaire, ce qui coûte cher, c'est pas le solaire, c'est le stockage. C'est bien le problème. Et donc, parfois, on s'aperçoit que, par exemple, on peut utiliser l'excédent de capacité qui est produit pour pomper de l'eau au moment pas où on en a besoin, mais au moment où il y a de l'énergie disponible. Stocker cette eau pour qu'elle puisse être utilisée au moment où on en a, là, pour le coup, véritablement besoin. Et du coup, vous êtes en train d'absorber de la capacité supplémentaire avec une valeur qui va apporter quelque chose aux populations locales et qu'elles sont en capacité ou de payer ou de valoriser d'une autre manière. Tu as peut-être d'autres remarques à contribuer? Ou il y a peut-être d'autres questions ou questionnements au sein de l'auditoire? Bon. Écoutez, en tout cas, merci pour votre attention, votre participation. Et puis, s'il y a d'autres questions entre-temps, on est là et à votre disposition.
Énergie 2050 a un stand juste à côté, donc vous serez la bienvenue. Merci beaucoup et bonne soirée.